première exposition en 2016 pour la Fondation Vasarely, qui fêtait cette année-là les 40 ans de la création de la Fondation Vasarely dans le quartier du Jas de Bouffan à Aix-en-Provence. Et l'idée était d'inviter les artistes à créer un dialogue aujourd'hui avec des problématiques contemporaines autour de l'art, de l'art cinétique, et donc des suites de ce qu'avait pu poser Victor Vasarely. Et donc quand Valérie Perrin, la directrice de l'espace multimédia Gantner, m'a invité à refaire une exposition, on a tout de suite essayé de penser une suite avec de nouveaux artistes et de nouvelles œuvres. On découvre environ une dizaine d'œuvres d'artistes de toute origine avec des formats assez différents qui vont de la sculpture à l'installation, même à des formes de peinture numérique, donc avec des formats extrêmement variés et qui travaillent sur la question donc de la couleur, de l'irisation, avec un rapport sur la théorie physique et des rapports aussi sur l'art et sciences et sur ce qu'est le réel et ce que sont aussi les images. Donc un des motifs récurrents de l'exposition est la figure de l'arc-en-ciel, d'où tire son nom d'exposition, puisque dans Irisation, il y a aussi Iris, qui fait référence à l'œil, mais aussi à la figure et à une déesse grecque qui est représentée justement l'arc-en-ciel et qui représente la question du pont de la communication entre les hommes et les dieux. C'est une figure symbolique de l'alliance et qui donne une nouvelle dialectique entre l'homme, les dieux, l'homme et le monde. Et notamment une des œuvres qui termine donc le parcours à l'espace multimédia Gantner est l'œuvre de Verena Friedrich, une artiste allemande, The Long Now, qui travaille sur la question des vanités en créant une bulle qui reste en lévitation dans une atmosphère modifiée, et qui interroge justement les rapports art-science et qui interroge cette nouvelle dialectique entre homme et nature et comment l'homme travaille à transformer aussi le phénomène naturel. La version actuelle d'Iris, ça prend la forme d'un grand miroir. Je m'inspire d'un miroir, un peu des miroirs à l'ancienne, des miroirs qui sont sur pied, et j'utilise que des bois massifs et récupérés. Et en fait, son but, c'est de créer un film de savon assez grand. Et il apparaît grâce à un système de fixation du fil de nylon central par lequel il y a une solution savonneuse qui va descendre en continu et elle s'active par la présence d'un spectateur. Ça, c'est une partie aussi qui est très présente dans mon œuvre. Moi, j'appelle ça de plus en plus des installations participatives. Donc, souvent, c'est des dispositifs qui se prêtent à un jeu, une interaction très simple dans lequel je vais disposer un système qui va tourner mais qui est à moitié activé pour que les gens puissent l'approprier au fur et à mesure. Et donc c'est ce côté dans lequel je laisse mes œuvres comme une espèce d'outil, un côté assez didactique avec lequel le spectateur, l'utilisateur, il peut se l'approprier et générer des choses que pour moi, des fois, elles sont inédites aussi. Ça me fait redécouvrir à chaque fois mes œuvres. Donc il y a le côté interaction humain, matière et des technologies aussi. Donc les trois, ils sont liés pour créer cet phénomène et cette expérience esthétique. C'est une espèce de surprise aussi, cette capacité d'étonnement, de pouvoir déclencher dans une seconde, parce que voilà, la bulle de savon elle est très éphémère, donc c'est un seconde dans lequel il va y avoir cette contemplation, cet étonnement, ce retour un peu à cet état un peu d'enfance. Je le vois à chaque fois dans l'expression des gens, ou juste la nomatopée, waouh, wow. Ça fait plaisir, ça fait que ça prend du sens par rapport à mon travail. Une autre grande question de l'exposition, c'est aussi l'interrogation en fait, de qu'est-ce que le réel, notamment avec des œuvres comme celle de Flavien Théry, Les Contraires, qui nous troublent en fait, dans leur perception et qui créent un décalage cognitif et qui nous donnent l'impression en fait, de voir une sculpture et qui recrée la décomposition de la couleur et leurs complémentaires, et qui nous interroge finalement sur cette construction du monde et de sa réalité. Et de la même façon, Romain Thièche interroge aussi sur qu'est-ce qu'une image, puisque ce que l'on voit à l'écran, c'est donc un phénomène complètement irisé,
alors que le dispositif est très simple puisque c'est une lumière blanche qui est envoyée sur un téléphone et qui, en essayant de l'analyser, de faire la netteté, produit en fait cette image d'irisation. Donc on est dans un rapport questionnant aussi la composition réelle, lumineuse des images qui nous entourent. Les optiques qui sont présentées en fait dans l'exposition, elles viennent d'un travail qui s'appelle les liminaux. Donc le liminal, c'est ce seuil entre ce qu'on peut voir et ce qu'on ne peut pas voir. Donc là, elles sont présentées comme des sculptures, comme des petits satellites optiques faits de prismes, de lentilles, etc. Et donc en fait, elles sont à la fois des outils et des sculptures. Elles sont inspirées en fait des phénomènes orthoptiques. C'est quand on a des apparitions dans l'œil, des taches qui apparaissent soudainement et qui sont en fait des éléments qui sont soit coincés dans le liquide qui est dans l'œil et qui sont projetés. Et en fait, c'est l'œil qui se voit lui-même. C'est une sorte de projection de lui-même sur la rétine. Et en fait, ça m'intéresse, ce paradoxe, le fait que le voyant peut être vu et qu'il y a ce retournement. Et en fait, ces optiques-là, c'est un peu ça, encore une fois, c'est l'appareil photo, l'objectif de l'appareil photo qui se voit lui-même. Donc, les images phénoménologiques, c'est des gravures de photographie sur des plaques de plastique qui ensuite sont révélées par différents filtres qui créent de la couleur de manière aléatoire selon les endroits où ça a été gravé. Donc plus ça a été chaud, plus ça a abîmé la matière, plus une couleur va apparaître. Et donc du coup, c'est un travail sur le média photographique à essayer de chercher une palpabilité, on va dire, une dimension tactile, touchable. La gravure des images phénoménologiques est faite avec une découpeuse laser qui grave en fait à partir d'une image numérique, donc c'est 100% numérique comme procédé. Et ensuite, les filtres qui sont utilisés, c'est les mêmes que dans les écrans, ce sont des filtres polarisants. Sans ces filtres, il n'y a pas de couleur, et c'est pareil en fait dans les écrans qu'on a à la maison. Si on enlève le filtre, on n'a plus la couleur, on n'a qu'un fantôme transparent, on va dire. Les photographies des images phénoménologiques sont toutes des photographies de minéraux, de pierres, qui ont été récoltées à gauche et à droite, et qui se réfèrent aussi à une recherche que j'ai autour de la minéralité des images, donc le caractère minéral de la photographie, que ce soit pour les images argentiques, les sels d'argent, pour le numérique, pour les capteurs CCD et CMOS qui sont dans tous les appareils photo, c'est en silicium. Et puis ensuite dans les écrans, donc il y a les cristaux liquides et il y a tous les métaux rares qui sont utilisés pour fabriquer les écrans, qui en fait sont ici retransformés en sujets photographiques aussi. Les fragments d'arc-en-ciel, ce sont des petites sculptures qui sont destinées à être dans l'espace public. Donc l'idée, c'était de donner à offrir et de prendre conscience de quelque chose qu'on ne peut pas acquérir, comme un arc-en-ciel. Donc depuis notre enfance, c'est un élément qu'on rêve tous d'atteindre. Quand on voit, c'est toujours l'ordre d'un moment très court et on est toujours dans la notion du magique. Et donc ces sculptures que j'ai faites avec une peinture qui réagit à la lumière du soleil, c'est ce qu'on appelle la peinture iridescente. Elle disparaît quand il n'y a pas de soleil, c'est exactement comme les arcs-en-ciel. Et ça m'intéressait à notre époque de jouer avec cette notion de ce qui est dû ou ce qui n'est pas dû, c'est-à-dire qu'on est dans une époque où on croit qu'on peut tout avoir rapidement et ce n'est pas le cas. Mais c'est aussi l'idée qu'une sculpture dans un espace, et c'est le cas de l'espace public, peut aussi être un espace ludique et de jeu. On peut se mettre dessus, on peut aussi se mettre contre, on peut lire. C'est une sculpture compagnon, compagnie de vie. Alors j'ai joint à ces sculptures un petit système d'arrosage qui permet de faire des vrais arcs-en-ciel en jour de canicule. Donc l'idée c'est que si quelqu'un a très très chaud et qui veut se rafraîchir, il peut ouvrir le robinet, il y a un petit jet de gouttelettes d'eau qui sort, ça la rafraîchit, et ceux qui sont de dehors voient l'arc-en-ciel déposé sur lui, un vrai. Moi j'ai l'habitude de travailler avec des sources de lumière qu'on dit lumière du jour, mais qui sont totalement uniformes, monochromes, blanches. Et l'effet d'une lumière comme ça ne ressemble pas du tout à celui de la lumière naturelle. Donc c'est un peu paradoxal, ça s'appelle daylight, mais ça ressemble plutôt à un ciel nuageux. J'ai travaillé avec des matériaux que j'utilisais déjà, qui permettent de modifier la couleur des diodes électroluminescentes, et j'ai placé des centaines de LED dans un profil en aluminium.
Donc j'utilise des spectrophotomètres, des machines qui me permettent de mesurer la lumière. Et je me suis basé sur une séquence de couleurs pour laquelle il y a un modèle scientifique qui permet d'évaluer l'impact des longueurs d'onde sur le système visuel humain pour faire une distribution sur 3 mètres de long au travers d'à peu près 2000 LED de petits points de couleurs qui vont reproduire ce dégradé impeccable qui correspond en fait aux couleurs du ciel à la fin d'une journée. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, finalement, ce qui apparaît, c'est simplement un geste. Donc ce geste, c'est, on imagine, tracer une ligne qui part de l'horizon vers quasiment le zénith. On extrait cette ligne et on la reprojette dans l'espace au travers d'un élément matériel, quoi. Et donc ça, c'est cet aspect gestuel et très simple, finalement, qui fait que pour moi, c'est un travail que j'ai réussi.